Mesdames, Messieurs, chers conseillers membres du public, bonsoir. Le quorum est atteint. La séance est donc ouverte. Avant de désigner le secrétaire des séances, s'il y a des pouvoirs, merci de me les faire passer. J'en ai quelques-uns. Monsieur Pierre Jacobelli donne pouvoir à Madame Véronique Toutan. Ensuite, Marie-Danielle Pillard donne pouvoir à Philippe Bigot. Valérie Nectou donne pouvoir à Olivier Perrault. Sandy Maltaverne donne pouvoir à Jean Cibor. Et Laurence Battentier donne pouvoir à Christophe Vambel. Je vous propose de désigner, si d'accord, Cédric Drevet, qui est maintenant le plus jeune de nos conseillers, en tout cas autour de cette table en qualité de secrétaire de séance, ou pas d'inconvénient, Cédric. Parfait. On va donc procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin dernier. À propos de ce procès-verbal, est-ce que vous avez des remarques? Oui, c'est pas une remarque, c'est un complément d'information. Oui. Après la discussion qu'on a eue sur l'opportunité ou pas de compléter la subvention à l'association Musique Culture par le biais d'une compensation CCAS, je pense que vous avez dû savoir comme moi que la métropole va certainement reprendre pour 2015 les mêmes modalités d'aide aux associations que le Conseil général appliquait jusqu'à maintenant, oui, avant étude des situations. Et il faut savoir que dans cette aide qu'apportait le Conseil général, et que reprendrait la métropole, l'un des critères, c'était la subvention que verse la commune, que le Conseil général avait comme règle de ne pas augmenter, de ne pas dépasser. Donc je pense que c'est un argument de plus pour reprendre au titre des subventions communales le complément que vous pensez verser, c'est vous qui l'avez dit, je crois, au titre de la compensation des tarifs dégressifs. D'accord. Alors, oui, on est tout à fait au courant de ce point qui avait également été relevé par Pierre Jacobelli, qui nous l'a dit, puisque cette subvention du Centre communal d'action sociale a été votée au CCS de mardi dernier. En complément, peut-être d'ailleurs, Corinne, veux-tu apporter des précisions, puisque quand même tu allais regarder, je crois. Oui, j'avais regardé. Alors, l'histoire de effectivement ce dont vous parlez, M. David, a priori, ça ne changera rien, puisque quand l'école de musique fera sa demande de subvention et qu'elle spécifiera les subventions reçues, elle pourra parfaitement écrire sur une ligne commune de Saint-Germain-Mont-d'Or et CCAS de Saint-Germain-Mont-d'Or de façon distincte, mais le total sera à peu près le même, en tout cas un petit peu moins, puisque cette année moins a été demandé. Et l'année dernière, le Conseil général a donné 5 500 €. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, oui, c'était ça. Mais il renouvelle. Voilà. Je me permets de parler, je ne sais pas si j'ai le droit. Pour l'année 2000, cette année, on aura la même somme que l'année précédente. Voilà. Et donc la part mairie, on avait été 7 000 ou 7 500 7 000 pour la part mairie et 1 500. Déjà supérieur de toute façon aux 5 500 que donnait le Conseil général. Cela dit, on sera attentif en fonction des nouveaux modes de calcul de l'aide métropolitaine à ce que, si jamais ils considèrent qu'ils donnent la même chose que ce que donne la commune, à ce que ce soit bien la somme commune et CCS. Donc, merci de votre précision. Je crois que Madame Toutan avait également un complément. Oui, j'ai plusieurs remarques concernant le relevé. Au niveau des subventions, au niveau de mon intervention, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres subventions de proposer à Dièse notamment. J'avais également cité Desmondoles, l'association d'anciens combattants. En fait, donc ça serait bien de le rajouter après Dièse, Desmondoles et aux associations d'anciens combattants. Et donc, en ce qui concerne notre intervention, il est indiqué, le maire explique qu'il y a une convention en cours avec l'association Dièse. Et donc, compléter avec ce que vous aviez dit sur Desmondoles, que Desmondoles n'a pas fait de demande de subvention officielle et que les anciens combattants, on vous proposera de leur accorder. Oui, ça ne me pose pas de problème de compléter, c'est bien ce qui a été dit. Donc, pas de souci, on rajoutera à ce point. Merci. Également concernant le point sur les modalités de paiement,
Oui. Dans mon intervention, je proposais de mettre en place un service de navette pour les chèques déposés dans la boîte aux lettres d'Actis Jeunes. Je pense qu'il serait opportun de me marquer là-dessus que vous ne voyez pas d'objection, que c'était une bonne idée. Parce que bon, la phrase tombe un peu creuse, il n'y a pas de réponse alors que vous aviez validé et que je pense que c'est intéressant. On ne peut pas valider le principe pour l'instant parce qu'il faut d'abord le valider techniquement. Est-ce que c'est possible C'est une bonne idée, on va l'étudier, mais par contre, encaisser de l'argent dans une boîte aux lettres, c'est pas forcément. Non, mais je ne parle pas de l'argent, je parle des chèques qui sont déposés pour faire la navette à la trésorerie. Oui, mais ouais. Ça pose quand même des soucis. Mais bon, il Je faut suis pas certain que ça pose des soucis. Non, il faut l'étudier, mais on ne peut pas Pour le reçu. acter que. Non, il n'y a pas besoin de reçu. Pour le reçu. Non, il n'y a pas besoin de reçu. Notamment pour le reçu, oui, Non, il n'y a parce pas besoin de qu'on reçu. prend la responsabilité. Il n'y a pas du- besoin de reçu. Techniquement, c'est possible, je pense, enfin à vérifier. Les espèces, il y a besoin de reçu. Oui, mais là, Mais le chèque peut être déposé à l'ordre du Trésor public dans la boîte. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de reçu donné contre un chèque. Ouais. Ok, cela dit, ça n'empêche pas de formuler une réponse en disant qu'on va étudier le truc, mais que ça paraît être une bonne idée et qu'on va essayer de mettre le dispositif en place. Ça vous va? Voilà, bah oui, tout à fait, D'accord. parce que c'est quand même important pour le Tout à fait. compte rendu qui est lu, Tout à qu'il y fait. ait une réponse de M. le maire à ce sujet, alors que vous étiez favorable à cette disposition. C'est naturel, vous avez raison. Également, vous n'avez pas fait état de la question que je posais pour laquelle vous avez peut-être une réponse depuis, où je demandais si en cas de trop perçu par la trésorerie, on pouvait être remboursé. J'avais pris le cas d'exemple d'une personne qui quittait la commune. S'il y avait eu un trop versé à la trésorerie, est-ce qu'ils pourraient récupérer leur dû? Et si un paiement en saisi au chèque supérieur au montant serait perdu, comme c'est le cas pour les chèques vacances, ou savoir si c'était crédité sur le compte de la personne. Voilà, comme vous aviez dit, vous vous renseigneriez. Donc je pense que c'est important de rajouter ces phrases sur le compte rendu, puisque c'était quand même des éléments importants, du moins à mes yeux. Et de suivre derrière ce qui pourra se passer effectivement. Tout à fait. Ok, on rajoute. Merci. Je sais plus si on a dit, si on a dit ça. Oui, concernant le règlement, à un moment donné, j'interviens, je dis Madame Touton relève de nombreuses modifications apportées au règlement et il a été marqué s'étonne de devoir rendre le dossier d'inscription. C'est pas moi qui m'étonne de rendre le dossier d'inscription, en fait, c'est que les parents doivent rendre le dossier d'inscription. Alors que les fédérations des parents d'élèves n'ont pas été mises au courant, ils n'ont fait partie de la phrase et que le conseil ne l'est pas encore voté. C'est juste après le règlement. Juste après le règlement, on va chercher. Juste avant la période. Juste avant, ah oui, c'est la période de conférence. On va parler du numéro de page pour voir sur le tableau. Règlement. À la fin du règlement, il y a la première ligne, c'est mon intervention. S'il y a plus de remise de règlement. Ah oui, ça y est. Voilà, donc c'est pas devoir rendre, c'est parce que là, je me mets un petit peu enfin, on me personnalise, mais c'est pas ça le truc, c'est que les parents doivent rendre, parce que tous les parents sont dans le même cas, le dossier d'inscription. Et puis à la fin de la phrase, au courant, n'ont pas été mis au courant de ce règlement, il est nécessaire de rajouter une virgule et que le conseil ne l'ait pas encore voté, parce que c'était quand même notre charge en milieu, que les fédérations soient pas au courant, que le conseil n'ait pas voté, il le distribue déjà par an. Certes, cela dit, juste après cette phrase, dans mon souvenir, j'ai dit que, en l'occurrence, on avait indiqué dans le règlement et le dossier qu'il ne serait valable qu'à partir du moment où le conseil municipal avait effectivement validé ce règlement, à la date du, etc. J'ai vu quelque chose comme ça. Bon, on révisera, en tout cas, on vous fera cette modification et potentiellement on rajoutera ce que je viens de dire si effectivement sur l'enregistrement qu'on a évidemment conservé, on a cette phrase. D'accord ? D'accord. Également, en interruption de séance, je vous signalais les plans de grimpant face au restaurant qui ne méritaient pas non pas une coupe, mais un redressement des plantes, parce qu'en fait, elles ont été décollées
de leur accroche naturelle par les enfants, et qu'il était opportun de les redresser avec un fil des pitons dans le mur. Donc c'est pas de couper les ponts, non, bien loin de là, c'est au contraire faire en sorte qu'ils puissent continuer à vivre. Oui. Alors c'est trop tard parce que comme on vous a écouté, on les a coupés. Mais c'est pas vrai non plus. On mettra qui mériterait, on mettra qui mériterait un redressement. D'accord. Et concernant, bon, j'étais intervenue sur les graminées qui étouffaient sur l'hier, on m'avait dit qu'ADN intervenait. Oui. ADN est intervenu, ils n'ont absolument pas enlevé le lierre autour des graminées. Donc je me suis permis de montrer à Mme Guillouette, je vais montrer les graminées dont je parlais. Voilà. Mais du moins, je vois ADN la semaine prochaine à ce sujet-là. Donc normalement, ça devrait être fait rapidement. Oui, parce que là, elles sont en train de mourir. Voilà, je crois que c'était tout. Je vous remercie. C'est parfait. Donc aux modifications qu'on vient d'évoquer, prêt, on va procéder à l'approbation du procès verbal de la séance du 24 juin dernier s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc c'est un vote mal levé. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Par rapport aux Oui, j'avais dit aux modalités près, donc peu importe. Ok. Donc Madame Toutan et M. Lévy, pour un pouvoir, et pour M. Jacobus. Merci, on fait circuler le procès verbal pour signature. Bien, c'est un conseil municipal un peu exceptionnel. On en a malgré tout profité, pour des raisons que j'ai déjà évoquées la dernière fois. On va voir le dossier tout à l'heure dans la partie finance. On y a rajouté également, en tant qu'affaire, 2 points importants sur l'environnement et le traitement des chenilles processionnaires, et le second sur l'avenant au règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires sur lesquelles vous nous aviez alerté, Madame Toutan, et qu'on a jugé bon de mettre dans ce conseil municipal, puisqu'on était prêt à mettre une phrase qui allait bien. On démarre par le traitement de la chenille processionnaire du pain, et c'est Christophe Sicole. La chenille processionnaire du pain, c'est un nuisible pour lequel un arrêté a été pris et dans la commune qui contraint les propriétaires et les locataires à traiter leurs arbres de manière à éviter d'avoir ces chenilles qui, les raisons pour lesquelles on les appelle processionnaires, c'est qu'ils font des processions comme des cordons et qui ont des poils qui sont très urticants. Renseignement pris, une des solutions pour faire un traitement qui soit le plus efficace possible, c'est un peu comme dans une copropriété quand il y a des cafards. Il faut que tout le territoire soit traité en une seule fois, sinon ça devient compliqué d'avoir quelque chose d'efficace. Donc ce que l'on s'est proposé de faire, c'est de contacter une société qui intervient de manière récurrente pour le Grand Lyon. Et cette société nous a fait différentes propositions après négociation, de sorte à permettre de faire un traitement. Donc le traitement se fait en 3 parties. Alors les 3 ne sont pas obligatoires, mais au moins il faut en commencer par un en général, c'est le traitement biologique, c'est ce qu'on appelle l'aspersion des arbres qui sont touchés par un bacille qui est complètement inerte pour l'homme. Et donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, ça se fait au mois de septembre et au mois d'octobre, en 2 passages de manière à être efficace. La deuxième partie, ça se fait au mois de février, c'est quand il s'agit d'enlever les cocons des arbres si jamais le traitement n'a pas été suffisamment efficace. C'est ce qui s'appelle l'échenillage. Et la troisième partie, c'est si ça n'a pas encore été assez efficace, on met un piège autour de l'arbre de manière à récupérer les chenilles pour éviter qu'elles n'aillent s'enfouir dans la terre et devenir papillons, puis de nouveau refaire des larves, puis de nouveau aller infecter les arbres, etc. On appelle ça la chenille processionnaire du pain, seulement quand elle n'a plus de pain à manger, elle va manger des cèdres. Et on est une commune où on a des pins et on a également des cèdres. Donc il nous paraît opportun de faire ce traitement. Donc pour permettre à tout le monde de faire ce traitement le même jour et de bénéficier de prix intéressants, on a donc décidé de collecter, de concentrer les commandes que nous passeraient les particuliers et nous de faire commande auprès de la société et ensuite d'envoyer une facture aux différents particuliers qui auraient demandé ce traitement, de sorte à se faire rembourser la somme qu'on aurait avancée pour cette opération. Voilà. Et pour pouvoir mener à bien ce projet et pour pouvoir faire
facturer ce travail, mais il faut que nous prenions une délibération. C'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui que nous vous proposons. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui vient d'être dit par Christophe Vambel? Monsieur Déby. J'ai à la fois une remarque sur la délibération et une remarque de technique. Les chenilles processionnaires, c'est pas nouveau, hein, malheureusement, même si elles tendent à envahir un peu plus chaque année nos arbres, les pins en particulier. Et pas que les pins, d'ailleurs, il y a les buis aussi qui sont très. Alors c'est la pyrale sur les buis. Oui, la pyrale, mais aussi la chenille, ça semble-t-il. Oui, c'est pas la même bestiole. Mais c'est surtout sur le pin que ça se. Et d'autres grands arbres. Mais bref. Et le chêne. Ce qu'on lit, ce qu'on peut entendre, etc., il semblerait que la technique efficace, je ne veux pas de la plus efficace, mais la technique efficace, au-delà des deux autres, sont le piégeage. Donc je pense que dans la communication, il faudrait peut-être s'assurer que ce que j'ai dit est validé par d'autres lectures que les miennes, par d'autres personnes que j'ai pu entendre, que celles que j'ai entendues. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup insister sur l'importance du piégeage. Ça, c'est la remarque technique. Concernant la délibération, alors je sais, je lis que vous avez pris la peine de réserver la facture obligatoire aux gens qui vont commander. Je pense qu'il est quand même difficile de faire payer quelqu'un qui n'a pas fait réaliser l'intervention. Donc je me demande si ce point-là n'est pas contestable. Le problème, c'est comme on va devoir prendre les commandes début septembre pour permettre de faire l'intervention sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre, si les personnes, sachant qu'on propose aux personnes qui ne peuvent pas être présentes ce jour-là, de faire accompagner les véhicules d'intervention de la société par le policier municipal pour permettre au traitement de se faire. Donc si les personnes ont commandé, si elles savent que c'est tel jour et qu'elles ne sont pas présentes et qu'elles n'ont pas pris soin de demander à ce que la policière municipale soit présente, et donc évidemment qu'ils aient autorisé la policière municipale à accompagner les sociétés qui viennent faire l'intervention sur le terrain, on peut considérer que les personnes ont fait tout ce qu'il fallait pour éviter que le traitement ne se fasse. Et ce n'est pas à la commune de prendre à sa charge le fait que les personnes n'ont pas pu prendre leur disposition, sachant que nous, on a tout fait pour... on a en tout cas pris toutes les dispositions pour permettre à l'intervention de se faire. C'est pour ça qu'on a décidé qu'à partir du moment où quelqu'un faisait une commande, nous on faisait une commande, elle était ferme, elle nous serait facturée. Et donc, comme on laisse la possibilité aux gens de pouvoir faire intervenir un tiers assermenté sur la commune pour faire le traitement, ça ne nous paraît pas quelque chose d'inentendable. Peut-être se réserver avec le prestataire une marge de manœuvre pour inclure par exemple quelqu'un qui n'aurait pas pu, pas voulu, pas pensé là, s'inscrire. Et puis à l'inverse. Alors le pas penser à s'inscrire, ça on peut toujours le glisser dans le planning, c'est pas un problème. En revanche, une personne qui le matin même sait qu'elle doit avoir une intervention et qu'elle doit effectivement partir, les personnes seront contactées, seront visitées, parce que de toute façon il faut faire une visite de site pour être certain que le véhicule passe, puisque c'est un véhicule qui est assez enfin c'est un 3,5 tonnes, mais il faut juste être certain qu'il passe et que la société puisse intervenir. Donc de toute manière, il y aura un déplacement sur site du personnel des espaces verts pour vérifier qu'effectivement ça peut se faire. Et à cette occasion-là, il a tout un questionnaire à proposer à la personne en lui disant si vous ne pouvez pas le jour même être présente, vous avez la possibilité de faire réaliser l'intervention sous contrôle de la policière municipale. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette délibération? Oui. Comme c'est un vrai problème de santé publique, est-ce qu'il n'y a pas un caractère obligatoire à faire cette action si, dans la mesure où on voit sur les arbres d'un propriétaire des cocos? Alors, au mois de septembre et octobre, là où on fait le traitement, alors la raison pour laquelle on a mis ce traitement, pour vous répondre, M. David, c'est qu'on a demandé aux services de la métropole qui quand même tournent sur tout le secteur, quels étaient les secteurs qui étaient les plus touchés. Donc les secteurs qui ont été les plus touchés, ça a été Bron, avec le parc de Paris en particulier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce traitement en 2 passes et ils ont à peu près réussi à éradiquer 90% des chenilles sur une année. Et puis après ils sont repassés, ils ont terminé, on en a pu parler. Donc sur ce traitement de septembre-octobre, on ne peut pas savoir si un arbre va être touché ou pas en septembre-octobre, puisqu'en passant, on ne peut pas savoir s'il y a des larves qui se promènent dessus.
En revanche, Les cocons ou les coques? les cocons, on les verra qu'à partir de, normalement c'est novembre-décembre, je crois. C'est ça, C'est ça, hein, décembre. En revanche, là, il y aura un tour de fait dans la commune par les agents municipaux, de manière à effectivement vérifier quels sont les arbres qui sont contaminés. Et là, on pourra obliger, cette fois-ci, le propriétaire à faire le traitement. Et c'est pour ça qu'on a mis les 3 méthodes de traitement dans la délibération, de manière à pouvoir permettre aux gens qui devront écheniller de pouvoir bénéficier également du tarif qu'on aura négocié avec la société, de sorte à ce que tout l'échenillage se fasse en une fois sur la commune et bénéficier de tarifs intéressants. C'est pour ça qu'on a mis les 3 tarifs là, de sorte à être en mesure de proposer ça à un privé, à un propriétaire, si jamais ça venait à lui arriver. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'organiser cette action sur l'année 2015-2016, de régler directement au prestataire l'ensemble des prestations qui auront été commandées par la commune, d'entériner le fait que si une prestation était commandée par un administré mais qu'elle ne pouvait être réalisée du fait de son absence, elle ne pourra pas être réalisée à une autre date et qu'elle sera facturée. D'autoriser M. le maire à facturer à l'administré le règlement au nom de la commune et de demander un règlement sous 30 jours après réception de la facture. Enfin, de désigner M. le maire pour signer les pièces afférentes. Qui est pour? C'est unanimité. Merci. Nous passons donc au second dossier qui est la raison pour laquelle on a souhaité convoquer ce conseil municipal exceptionnel. Le sénateur maire Gérard Collomb, président de la métropole de Lyon, s'est ouvert à moi de son souhait d'aider la commune de Saint-Germain-en-Mont-d'Or au titre de sa réserve parlementaire pour financer une partie d'un projet d'investissement que nous pourrions avoir sur la commune, avec un dossier à monter assez rapidement, d'où la nécessité de faire ce conseil municipal exceptionnel. Nous vous proposons donc d'approuver une opération d'investissement de création d'une zone qu'on a appelée zone d'activité de loisirs en plein air sur l'esplanade de la Mandillonne. En effet, on considère les résultats qui sont obtenus lors de l'organisation de festivités en plein air. On a vu récemment le succès qu'a eu la fête de la musique organisée sur cette même esplanade et le besoin de renforcer l'attractivité de la nouvelle centralité de Saint-Germain-au-Mont-d'Or que constitue cette esplanade de la Mandillonne. Néanmoins, on considère également qu'il y a un certain manque d'infrastructures nécessaires à l'organisation des dites festivités et un certain nombre de problèmes logistiques que peuvent engendrer leur organisation. Pour la fête de la musique, il a fallu démonter une estrade, la remonter esplanade de la Mandillonne, la redémonter dans la nuit, ce qui a occasionné quelques maux de dos parmi nous. Et puis par ailleurs, les services techniques, Pascal, DAF, etc., que vous connaissez, sont plus nécessairement de la première jeunesse. À chaque fois, ils sont présents et ça peut être parfois un peu compliqué. Donc le fait d'avoir une estrade en dur sur l'esplanade de la Mandillonne, c'est aussi un avantage de ce point de vue-là. Par ailleurs, considérant le besoin pour les habitants de se réunir dans un espace central et convivial, on propose donc de constituer un projet qui sera un projet de création ce qu'on appelait une scène de spectacle et de projection en plein air qui pourra être utilisée donc pour des manifestations, faites de la musique bien sûr, mais peut-être demain projection de films en plein air. Mise en place de toilettes sèches, dont on avait déjà eu l'occasion de parler et dont on considère qu'il y a un véritable besoin au niveau de cette esplanade. Et enfin, potentiellement, de la création de gradins pour le public, puisque nous essaierions de placer cette scène de spectacle de telle sorte qu'elle soit face à la Mandillonne et qu'on puisse utiliser la pente naturelle pour que les gens puissent s'asseoir. Considérant que ce projet peut bénéficier d'un soutien financier dans le cadre de la réserve parlementaire de M. Gérard Collomb. Considérant également que ce projet répond aux critères d'éligibilité qui nous ont été indiqués, qui sont les suivants. L'opération doit être inscrite en section d'investissement du budget. L'ensemble du projet ne doit pas être subventionné à plus de 80%. Le projet ne doit pas recevoir de contribution d'un autre parlementaire en même temps.
Le projet ne doit pas non plus avoir connu un commencement d'exécution avant la réception de la demande par les services du ministère de l'Intérieur, puisque c'est eux qui gèrent l'affectation des réserves parlementaires. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette opération de création d'une zone d'activité et de loisirs en plein air sur l'esplanade de la Mendillonne et d'autoriser par conséquent M. le maire à solliciter une subvention auprès de M. Gérard Collomb, sénateur, au titre de la réserve parlementaire pour l'année 2015, dans le cadre de cette opération sur l'esplanade de la Mendillonne, basée sur un montant de travaux hors taxe de 60 000 €, d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier, des souhaits d'information, quel qu'il soit? Monsieur Doré. Oui, donc on peut être que satisfait d'avoir une enveloppe parlementaire. Bravo pour l'obtention de cette subvention. Ma question, c'était de savoir sur, vous avez expliqué un petit peu les problématiques lors des manifestations en plein air, c'est de savoir sur quels critères vous êtes basé pour décider de réaliser ce projet par rapport à un autre projet d'aménagement sur la commune. Voilà. Et puis une deuxième question qui découlera de la réponse de la première. D'accord. Christophe ou Cyril ou... Je te laisse te prononcer. Il y avait plusieurs projets qui auraient pu donner lieu éventuellement à un subventionnement. On sait que sur le toit de l'école, on a des soucis de fuite, par exemple, et donc on pourrait envisager éventuellement de faire des choses, mais on n'est pas encore très au clair sur l'intérêt de le faire tout de suite ou de pouvoir patienter un peu en ayant des solutions provisoires qui seraient mises en place. C'est vrai que ce projet de création d'une estrade, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, puisque même lors de la campagne municipale, on avait déjà souhaité mettre en place ce type de dispositif, qui peut paraître un peu anecdotique face à d'autres besoins d'investissement plus criants, tels que celui que je viens d'évoquer. Simplement, l'aspect qui nous a fait dire qu'il fallait plutôt choisir ça, c'est l'expérience faite de la musique. On a l'intention sur cette période de la Mendillonne de faire de plus en plus d'événements. Vous l'avez déjà vu, on a souhaité mettre le forum des associations. On a souhaité mettre en œuvre la fête de la musique. Il n'est pas du tout impossible pour le week-end années 80 qu'on projette début octobre, on en ait besoin également. Et donc, monter, démonter de l'estrade non-stop, ça présente pour le coup un risque quand même pour la santé, en particulier des personnels. Je ne parle pas des élus, mais aussi des personnels. Et on s'est bien rendu compte lors de la fête de la musique qu'on arrivait un peu au bout du système où c'était toujours les élus ou les personnels techniques qui faisaient tout. Et donc on s'est dit qu'il y avait aussi une problématique de bonne santé derrière qui faisait que finalement on a penché plutôt pour ce projet que pour un autre. Mais on a eu ce débat-là, pour ton information. Ça n'a pas été évident de choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Donc la seconde question, c'est pour aider un petit peu à se positionner, ce qui serait intéressant de savoir, parce que le président est quand même vaste, l'esplanade aussi, c'est de savoir un petit peu où serait basée cette estrade, quels matériaux seraient utilisés, quels seraient un peu les choix généraux d'aménagement, parce que c'est vrai, voilà, c'est difficile de se forger un avis. Comme ça, sur le sol. Ouais. Bien sûr. Là, pour le coup, on a déjà des éléments. Elle serait positionnée en fait face aux immeubles, face à la zone où on peut s'asseoir sur l'herbe actuellement, et donc pas directement sur l'esplanade, mais dans le prolongement de l'esplanade, sur pilotis, en mangeant un petit peu sur le pré. C'est une estrade de 30 mètres carrés en fait, puisque c'est le maximum qu'on puisse, qui est imposé par le PLU ou les autres sigles. Le PLU impose 30 mètres carrés maximum pour ce type d'aménagement sur la zone qui est classée, sur la zone naturelle classée du pré. Alors ça serait sans doute quasiment de plein pied avec l'esplanade. Alors peut-être légèrement surélevé parce que
pour pouvoir, mais de l'équivalent d'une marche, quoi, en fait. Ce qu'on appelle l'esplanade, comprenez bien, c'est pas l'esplanade qui est juste devant les immeubles, c'est l'étage d'en dessous qui est plus en bord. C'est le niveau C'est intermédiaire. C'est sur ce niveau intermédiaire-là qu'on prolongerait vers le pré des Anglais avec cette estrade qui serait donc placée sur pilotis forcément, puisqu'on est en pente, donc elle serait placée sur pilotis, et l'estrade serait en exacte prolongation. En fait, tu pourrais passer directement du gore, du gore sur l'estrade, naturellement. Donc elle serait positionnée forcément face aux immeubles, avec cet effet de pente en face, de pente verte, qu'il est possible soit de conserver, soit d'aménager un peu pour en faire des gradins. Et voilà, parce c'est le sens naturel. Puis ça aurait une visibilité depuis la première esplanade, depuis la zone végétalisée, et également depuis l'esplanade en elle-même. Et ça serait à l'endroit où il n'y a pas d'arbre, en fait. Le grand espace où il y aura la piste de danse lundi. Donc il y a un espace de 17 mètres sur lequel il n'y a pas d'arbre. Donc ça serait à peu près centré sur cet espace. Et par exemple, notre souhait, c'est de faire quelque chose d'un peu couvert sur dessus pour avoir la possibilité d'y accrocher relativement facilement un certain nombre de projecteurs ou de systèmes de lumière qui sont aujourd'hui relativement compliqués à chaque fois à mettre en place. Là aussi, il y a toute une architecture, une infrastructure qui est compliquée de monter, on a monté à plusieurs reprises. Donc le fait d'avoir un toit au-dessus, ça peut aider. Alors ensuite, il y a la question des matériaux qui se posent. Là, très sincèrement, on n'est pas encore au clair. Hein. La nouvelle est arrivée il y a 15 jours, il faut qu'on fasse. On ne veut surtout pas faire n'importe quoi. On regardera les coûts de prêt. Mais d'un autre côté, il fallait, pour pouvoir compléter le dossier, déjà avoir des demandes de devis. Donc je ne sais pas sur quelle base les devis ont été faits, sur quels matériaux. Cyril, peut-être que tu peux nous en toucher un mot. J'allais dire que c'est pas parce que les matériaux qui sont indiqués sur le devis sont ceux qui sont indiqués sur le devis que c'est ceux-là qu'on C'est le prendra. permis de construire, on va se donner le temps et le délai pour réaliser ces travaux-là. Pour pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Voilà. Mais effectivement, les devis ont été établis sur une structure à la base métallique, avec une dalle béton et une toiture qui n'est pas définie, c'est une enveloppe budgétaire correspondant à une toiture, etc. Avec un mur qui fera office d'écran géant éventuellement pour des possibilités de projection, voilà, et de faire un écran géant en extérieur. Voilà, mais c'est à travailler. Ça reste à débattre, à travailler. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à regarder d'un peu plus près le truc, pas de souci. Parce qu'il y a d'ailleurs plusieurs possibilités, parce qu'on peut aussi ne pas mettre de mur en fond, oui, bien sûr, et avoir un système pour accrocher une toile exactement, il y a au besoin, des choses comme pour ça. pouvoir laisser aussi la vue à travers le truc. Voilà, c'est plutôt partant pour ça. Mais voilà, tu vois, on en a discuté vraiment relativement rapidement. Cyril avait besoin d'obtenir des devis relativement rapidement. Le conseil municipal exceptionnel, il fallait qu'on fasse ça relativement rapidement parce que Gérard Collomb a besoin du dossier relativement rapidement. Donc on a fait assez vite pour essayer d'avoir des devis qui correspondent à quelque chose, mais on se donne évidemment le temps de faire ensuite les choses bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres souhaits d'information, M. Desmond? D'abord, c'est toujours un petit peu un problème de déposer une demande de dépense pour toucher une subvention, puisque c'est une dépense qui n'a pas été inscrite. Ensuite, on parle de 10 000 euros, on ne sait pas trop quel sera le montant de la réserve parlementaire. Par principe, on peut dire que c'est environ 10 000 euros en général, ça dépend de la somme du projet, du montant du projet. Il est rare que ces montants soient très élevés, donc ça veut dire qu'il faudra faire une décision budgétaire modificative. Si jamais la réponse est donnée en 2015, ce qui n'est encore pas forcément évident. Par contre, il y a quelques obstacles techniques et environnementaux sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Le premier, c'est le droit à l'œuvre. Je ne suis pas sûr qu'on ait dépassé le délai qui permette de modifier substantiellement la création qui a été faite par l'architecte urbaniste. C'est à vérifier. Ensuite, il y a la question de l'atteinte à l'espace naturel, puisque j'ai entendu parler de dalle béton. Alors, on vous dit 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, on peut dire sur un hectare, c'est pas grand-chose. Hein. Néanmoins, c'est quand même une atteinte
à la fois à la disposition du site et puis à son aspect naturel et verdoyant. Donc moi j'exprime toute réserve sur cette modification qui me paraît substantielle quand même à 2 titres. Le premier, c'est un aspect esthétique, et le deuxième, c'est un aspect de protection de cet espace naturel en plein cœur du village, qui est un aspect qui est important et intéressant pour la biodiversité. L'autre aspect, le troisième, c'est celui de l'environnement. Je pense que susciter, créer, organiser des manifestations sur cet espace est intéressant, bien entendu. Il y en a eu, il y en aura. Maintenant, vouloir en faire un espace à caractère de réception répétitive, eu égard à l'environnement habité, je ne suis pas sûr que les riverains soient très enchantés une fois par an, 2 fois par an, peut-être 3 fois, pourquoi pas. Mais plus, je crains que ça suscite chez tel ou tel des envies d'animation musicale, histoire de donner un peu d'ambiance, qui finissent par créer des difficultés de voisinage. Donc, sur le principe, sur le lieu d'implantation et sur les matériaux, je suis extrêmement réservé et j'attire votre attention sur les risques que la commune prendrait à faire quelque chose de massif, de trop visible et de trop dérangeant. Okay. Quelques réponses, je ne sais pas si tu veux intervenir, je vais démarrer. Concernant le choix des matériaux, il n'est pas défini. Encore une fois, on a besoin d'un devis au départ. Donc voilà, on met un choix de matériaux béton, là où demain, ce sera peut-être du bois, ou autre chose, que sais-je. Voilà, donc c'est pas du tout défini. Sur l'aspect esthétique, de la même façon, je pense que nous sommes absolument tous sensibles à ce que l'aspect esthétique soit parfait, parce qu'on est sur le pré des Anglais, qu'effectivement il y a un espace naturel qui est plutôt très sympathique. Il a même été primé, je me rappelle, donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, on est tous très sensibles à cet aspect-là, et donc on y fera évidemment très attention, je crois. Ensuite, vous avez cité des problèmes qu'on pourrait avoir éventuellement avec le voisinage, en citant 2-3 manifestations, ce serait peut-être même davantage, puisque ce serait principalement utilisé, j'imagine, entre le printemps, l'été, le début de l'automne, enfin le moment où on peut avoir des manifestations de plein air. On est sensible aussi à ce sujet-là. Alors il faut bien savoir aujourd'hui qu'en ce moment même, peut-être là tout de suite, il y a souvent des jeunes qui viennent, qui le soir font de la musique, et même relativement tard, ils sont exactement sous les fenêtres, et régulièrement on les voit, pour essayer de leur faire un petit peu baisser le son et de se calmer. Donc on est évidemment sensible au fait que ça peut être un tout petit peu dérangeant pour le voisinage. On essaiera de faire les choses de la meilleure façon qui soit. Le but n'est pas d'installer une discothèque où il y aurait 10 manifestations par an. Non, évidemment pas. La manifestation qui aurait lieu le plus régulièrement probablement, ce serait plutôt de l'ordre de la projection en plein air. Et la projection en plein air se finira à des heures évidemment raisonnables. Donc on fera gaffe à ça. Merci de vos remarques et on les prendra en considération. Notamment pour la Coupe du Monde l'année prochaine. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. Pardon. Sur laquelle on peut aussi avoir effectivement faire quelques projections qui seront tout à fait certainement très appréciées des habitants. Bon, d'une partie toujours, parce qu'il y a toujours une partie qui ne souscrira pas nécessairement. Oui, dans tous les cas, on essaiera de respecter les uns et les autres en respectant des horaires qui soient pas exagérés. Excusez-moi, vos réponses m'en donnent l'occasion de préciser un petit peu les réticences. Vous dites qu'il y a de la musique déjà, évidemment, il y a de la musique, on sait bien, la population est ce qu'elle est, les tranches d'âge sont ce qu'elles sont. Et si on y installe un socle, l'accueil de musique, c'est encore pire. Deuxièmement, vous citez l'euro comme une occasion d'utiliser le système de projection. Très bien, c'est occasionnel. Donc j'attirais votre attention et je pensais qu'on pourrait saisir la balle longue de mes remarques et dire qu'on peut aussi réfléchir à une installation qui ne soit pas durable, qui ne soit pas pérenne, qui ne soit pas permanente. Parce que je crains qu'une installation permanente pose des problèmes à terme d'usage détourné et de nuisances qui pénaliseront les habitants.
concernant l'usage détourné, quand je vous citais la musique, c'est sous les fenêtres que ça se passe aujourd'hui. C'est sur l'esplanade d'Alendur, c'est au plus haut. Donc de toute façon, si les jeunes en question vont sur l'estrade, on y gagnera en termes de son, parce qu'ils vont s'éloigner un peu. Ils vont s'éloigner un petit peu des habitations de façon assez naturelle. Il y avait un second point, pardon, je vais zapper. Quelle était votre seconde remarque, pardon? Pas pérenne. Ah oui, pour le pas pérenne. C'est intéressant de réfléchir à une installation qui soit démontable. Mais le problème du pas pérenne, c'est que l'installation démontable, on l'a déjà aujourd'hui. C'est l'estrade, c'est celle qu'on a déjà montée pour la fête de la musique. Et cette installation-là a un gros problème, c'est qu'elle est compliquée à monter, elle est lourde, elle a un certain nombre de désavantages qui sont la raison essentielle pour laquelle, justement, on souhaite avoir quelque chose de pérenne. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Madame Toutan. Oui, concernant le droit à l'œuvre. Sauf erreur de ma part, il me semble que le droit à l'œuvre est on ne peut pas toucher l'œuvre sans l'accord de l'architecte sous un délai de 10 ans, en fait. Et les travaux, si je me souviens bien, je pense qu'on a fini de les suivre, ça devait être début de l'été 2009. Ça veut dire que sans l'accord de l'architecte, vous ne pouvez rien faire avant juillet 2019. Alors, tout dépend de comment était signé le contrat. Parce que les droits à l'œuvre, il y a des exclusions et des possibilités de déroger. Donc ça, il faut qu'on regarde le contrat de plus près, ça c'est évident. Mais après, il y a aussi des cas qui sont assez courants de discussion avec les architectes. Alors s'il a le malheur d'être décédé, on discute avec ses descendants. Ça nous est déjà arrivé dans d'autres cas. Sur un autre projet, il y a à peu près 7 ou 8 ans chez mes parents. Et donc après, ça se passe au milieu autour d'une table et on explique les raisons pour lesquelles on veut le faire et comment est-ce qu'on veut le faire. Et après, il y a une autorisation, c'est-à-dire que le droit à l'œuvre peut être dérogé. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de la part soit de l'architecte, soit des descendants, pour avoir le droit de faire ce qu'on fait. Donc après, c'est effectivement à regarder, mais c'est des choses qui sont déjà regardées dans le contrat que la métropole a signé avec l'architecte au moment de la mise en place de ce projet. Cela dit, ce point est noté effectivement par la vérification, forcément. Oui. Et deuxième remarque, on en a discuté entre nous, on est un petit peu étonné du choix de cette estrade, on va dire on ne s'attendait pas forcément, sachant que l'espace entre la maison de l'enfance, la crèche, le petit jardin est à mettre entre guillemets au propre, d'une manière jolie, etc. Que le cheminement piéton à l'arrière de la maison s'interrompt, on ne sait nulle part, que l'accès jusqu'à la cour de l'école avec la pente toujours pas réalisée. On s'était dit que c'était une possibilité de demander justement les fonds parlementaires de M. Collomb pour faire ça, c'est-à-dire créer le portail, la pente, mettre au propre un peu plus joliment ce qu'il y a, enlever les fameuses barrières Erasmus qui sont jolies et puis mettre peut-être une petite haie en bordure de rue pour agrémenter un petit peu le paysage. Oui, et vous auriez pu citer probablement encore d'autres investissements ou d'autres idées d'investissement possibles. Concernant juste celui que vous citez sur l'espace, je ne sais pas comment l'appeler. Pardon ? Oui, enfin derrière la maison, l'ex-maison des vins, derrière le pôle maintenu. Là, sincèrement, c'est un espace sur lequel personnellement je me pose aujourd'hui un certain nombre de questions parce que notre commune grandit, quoi qu'il arrive, elle va être amenée à se développer, et quoi qu'il arrive, on sait bien que cet espace-là, il est idéalement placé si demain on est amené, que ce soit à agrandir l'école, que ce soit à agrandir la crèche, ou la déplacer, etc. Donc faire quelque chose de pérenne sur ce terrain-là, pour le coup, ça me paraît un peu compliqué. Pour les autres investissements, j'en reviens à ce que je disais initialement, il y avait plein d'idées qui étaient possibles pour pouvoir profiter de cette aide. Il y aurait nécessité qu'on y réfléchisse encore plus longuement, et l'estrade nous semblait, je vous l'ai dit, une idée intéressante au regard de ce qu'on vient de vivre là, dans les toutes dernières semaines, où on s'est rendu compte que si on voulait faire quelque chose de cette centralité, il fallait absolument qu'on résolve le problème de l'estrade qu'on balade tout le temps. C'est juste pas possible. On prend des risques en plus, je trouve,
avec des élus, mais également avec des bénévoles qui font le transport de tout ça. Un C4, ça va nous tomber dessus. Et donc c'est pour cela qu'on a plutôt privilégié ce projet-là. Mais j'entends, on aurait pu éventuellement en envisager d'autres. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne se feront pas, ces autres projets. Mais sur ce coup-là, la priorité qu'on s'est donnée, c'est celle-ci pour les raisons que j'ai évoquées. Et une dernière chose, est-ce que vous allez solliciter les habitants riverains proches sur ce dossier-là, de manière à faire un petit peu de participation citoyenne, un peu de démocratie au niveau du choix des choses pour les habitants qui sont autour? Parce que je pense que le bruit monte et qu'ils sont vite touchés par les nuisances sonores. Je pense que c'est important de les intégrer à la réflexion. Que ce soit aussi bien les bâtiments de l'OPAC que le bâtiment privatif qui est à côté, qui sont en première ligne. Je parlais avec quelqu'un que vous devez connaître, Corinne Yel, puisqu'elle est de ELV, vous devez la connaître, de démocratie participative il n'y a pas très longtemps. J'y vois plein d'avantages, j'y vois évidemment d'autres inconvénients aussi. Si on commence à consulter les gens de l'OPAC, il y aura assez naturellement certains qui diront non, on craint le bruit, d'autres qui diront oui, on a envie de plus de fêtes. Et puis pourquoi les mettre exclusivement eux, mais finalement pourquoi ne pas mettre d'aller au-delà et de consulter les citoyens de Saint-Germain sur leurs envies d'avoir plus de fêtes, avec ou sans estrade, sur l'esplanade de la Mandillenne, parce qu'on cite le problème de l'estrade, mais de toute façon, le fait que la Mandillenne est une centralité, vous l'avez souhaité d'ailleurs, et que dans cette centralité on fasse plus d'animation, ça c'est un vrai choix politique, pour le coup. On souhaite le faire, qu'il y ait estrade ou pas. Donc qu'il y ait estrade ou pas, si on fait des manifestations, il y aura du bruit. Ça n'a pas de rapport direct avec l'estrade. Le fait qu'on met en place cette estrade, va simplement nous permettre d'éviter des tours de rein, en clair. Mais le choix de faire de cette centralité quelque chose qui se manifeste aussi en termes de festivité, cœur de Saint-Germain, et pour attirer le plus grand nombre, ça c'est un choix politique, on a l'intention de le conserver. Donc en termes de bruit, voilà, il arrivera la même chose. Alors pour la question de la démocratie participative, très sincèrement, je pense qu'on ne s'est pas encore posé la question, puisqu'on n'en était pas là pour l'instant, on a besoin de monter un dossier relativement rapidement. Au moment où on va commencer à essayer d'affiner les choses, cette question-là se posera. Donc on sera amené à en discuter ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est la question que vous venez de relancer. Est-ce qu'on va voter contre les tours de rein ou pour l'animation paisible? L'animation paisible. Les tours de rein, vous nous mettez en difficulté, parce qu'on ne va pas voter pour que les gens du tour de rein. Donc, c'est un peu un argument qui vient comme ça. Ah oui, il ne vient pas comme ça. C'est le premier argument dont je vous ai dit que, personnellement, il m'avait plutôt orienté là-dessus. Vous savez, il y a eu tout un débat entre nous. Je ne vais pas toujours vous le raconter, mais le début du débat, pour moi... Non, mais je vous le raconte quand même un minimum. Le début du débat, pour moi, justement, c'était de dire, si on a des priorités aujourd'hui, c'est plutôt sur des choses qu'il faut réparer, sur le fait qu'il y a quelque chose qui risque de nous tomber dessus demain, et que compte tenu de la situation financière, du fait qu'on a dit, en gros, qu'on avait, 400 000 €, c'est ça, à investir sur le mandat, ce qui est une somme absolument ridicule, on avait intérêt à prioriser des choses de type fuite de toit, de type prévenir les dégradations des bâtiments, maintenance, réhabilitation, ce genre de choses. Et j'étais plutôt favorable à ça. Et puis finalement, en discutant entre nous, on en est arrivé à tirer parti d'une expérience qu'on a eue il y a quelques semaines et qui nous fait dire, mais si on va vers plus de festivités, et c'est ce qu'on souhaite, on prend aussi des risques sur l'homme, sur la femme, qui nous aide à faire tout ça. Et là, sincèrement, c'est l'argument qui m'a convaincu. Donc c'est pas un argument qu'on sort comme ça, monsieur David. C'est un argument auquel on a réfléchi. C'est pas par gaieté de cœur, j'allais dire, ou pour manœuvrer que je vous sors cet argument-là. C'est parce que c'est une vraie réalité. C'est comme ça qu'on a raisonné. Demain, enfin lundi pour le 14 juillet, on fait venir, on va monter l'estrade, on fait venir du parquet pour que les gens puissent danser, on fait venir des toilettes pour que les gens puissent y aller, et le lendemain, on enlève tout ça. Si on peut avoir que certaines choses à réinstaller le 14 juillet prochain et pour les différentes manifestations. Et c'est vrai que c'est une volonté de faire des manifestations à cet endroit-là. Et en sachant que c'est toujours difficile en plus d'attirer des bénévoles pour ça, c'est-à-dire pour l'installation logistique.
Parce qu'encore, pour tenir une buvette, pour organiser, pour faire de la cuisine, etc., là, il y a du monde. Mais c'est vrai que pour la partie logistique, c'est toujours compliqué. Et donc les services techniques sont mis à contribution, les élus s'y mettent aussi, etc., etc. Donc ça présente des risques qui ne nous plaisent pas trop. Voilà pourquoi on privilégie ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, compléments? C'est tout bon? Parfait. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'opération de création d'une zone d'activité et de loisirs en plein air sur cette esplanade de la Mandillonne, d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention auprès de M. Gérard Collomb, sénateur, maire et président de la métropole de Lyon, au titre de la réserve parlementaire pour l'année 2015, dans le cadre de l'opération de création d'une zone d'activité et de loisirs en plein air sur l'esplanade de la Mandillonne, basée pour l'instant donc sur un montant de travaux hors taxe de 60 000 €. Vous avez bien l'intention de ne pas atteindre. D'autoriser M. le maire à signer tout document qui sera nécessaire pour compléter et envoyer ce dossier. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Coutan plus M. Jacobi. Je vous remercie. On passe au troisième et dernier point qui est à l'ordre du jour. C'est l'avenant au règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et de la restauration. Oui, se pose la question de l'interruption de séance. On a fait un conseil municipal il y a 15 jours, auquel on a fait classiquement, traditionnellement, l'interruption de séance. Je m'adresse au public directement. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaite réagir ou pas spécialement, ou faire une intervention? Si c'est oui, j'interromps la séance. Sinon, non, peut-être. Bon, d'accord, donc on interrompt la séance. On la suspend. Oui, pardon. Je voulais juste demander un peu le temps qui était dans ces cas-là proposé par Gérard Collomb. Enfin, qu'est-ce qu'il fournit comme temps? C'est toujours difficile à dire parce qu'on n'a aucune garantie sur le montant qui nous sera fourni. On n'a aucune garantie même qu'il y aura accord sur le projet. Donc, puisqu'on présente un dossier, il faut que le dossier soit satisfaisant pour celui qui le finance. Il faut que, au niveau de ceux qui gèrent la réserve parlementaire, valident le dossier. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas encore, ce montant. J'ai tendance à penser, M. David de parler de 10 000 €. Dans ce qui a pu m'être évoqué, ce serait supérieur à ce montant-là. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas de garantie, je ne préfère pas dire n'importe quoi. On en saura plus, me semble-t-il, à l'automne. Vous disiez peut-être que ça ne se ferait pas sur 2015. Les échos que j'ai eus, c'était plutôt qu'on aurait la réponse vers la fin du mois de septembre de cette année. Mais là, encore une fois, je ne connais pas le processus, donc je reste très prudent. Une autre réaction? On aura un paragraphe question Murs à la fin? Oui, non, il n'y en a pas un de prévu, mais enfin, cela dit, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Maintenant. Donc, la métropole a voté la PPI lundi, le plan pluriel, la programmation pluriel d'investissement. Vous nous direz ce qu'il en est pour Saint-Germain. D'accord. Bon, là aussi, je n'ai pas nécessairement l'intention de dire tout ça maintenant parce que j'aime bien me préparer quand je dis des choses. Cela dit, c'est quelque chose qui est public. Donc, il y avait plusieurs projets qu'on avait soumis à la métropole. Alors, cette PPI que cite M. David, il s'agit de la programmation pluriannuelle d'investissement. En clair, ce sont les investissements auxquels la métropole va procéder sur la commune de Saint-Germain, sur le mandat qui vient. Et donc l'argent qu'il réserve pour cela. Donc on avait fait plusieurs demandes. Il s'avère que les deux principales qui ont été acceptées, il y en a plusieurs, mais il y a des études, voilà, on ira plus dans le détail au mois de septembre. Mais sur les deux principales qui ont été acceptées, figure l'agrandissement du parking de la gare, qui sera fait sur ce mandat. Et le second qui a été accepté, c'est la refonte de la rue du 8 mai 1945 de Chanvieux jusqu'au Tannes, avec un certain nombre de choses, puisque entre Chanvieux... Gorge d'Enfer, pardon. Les Gorges d'Enfer jusqu'au Tannes, avec un certain nombre d'aménagements qui seront faits, tant en termes de stationnement que pour l'aménagement des places, en particulier de la place Mozart. Que lundi de compléter, ou cheminement piéton, stationnement, etc. Voilà. Donc c'est
Après, c'est toujours compliqué de mesurer les choses, mais ce sont des investissements qui sont très très importants. C'est assez énorme comme nouvelle. On ne s'attendait pas à ce que ces deux projets-là soient validés par la métropole. Ils l'ont été, on s'en félicite, tant mieux. Voilà. Et puis il y a d'autres choses. Quoi d'autre? Mais si je commence à parler, enfin voilà, c'est études, assainissement, tu veux y aller? Vas-y. Obligé de répondre aujourd'hui, comme ça a été voté. Oui, je vous donne les deux axes principaux. On en parle ce soir. Je vous donne les deux opérations principales. Après, de manière très très générale, il est rare que commune par commune on sache. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, mais vous avez bien fait. Voilà, donc je vous donne ces réponses-là, mais je ne suis pas prêt à vous donner tout le détail des choses. On a besoin de se préparer un petit peu. Et puis il y a des choses compliquées qui seront un peu longues à détailler. On fera ça probablement au prochain conseil municipal de septembre. D'ici là, on aura l'occasion de travailler un peu nos formulations. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors dans ce cas, on reprend notre séance. Troisième et dernier point à notre ordre du jour. L'avenant au règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et de la restauration. Olivier, c'est pour toi. Oui, donc, Madame Toutan, vous aviez fait remarquer qu'il y avait risque de surfacturer les parents, ce qui n'auraient pas rempli leur dossier annuel. Alors effectivement, alors moi je me suis repenché un peu sur le passé, sur les précédents règlements, etc. Et en fait, ça nous avait échappé parce que c'est quelque chose qui était acté auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une fiche d'inscription trimestrielle, et dès lors qu'il y avait une inscription qui n'était pas inscrite sur cette fiche, elle était censée, en tout cas, être facturée au tarif exceptionnel. Et donc, naturellement, comme on a fait maintenant une inscription annuelle, on était passé sur le même principe, et ça ne m'avait pas choqué à ce moment-là. Et en l'occurrence, cette tarification exceptionnelle qui était dans le règlement et qui était votée n'était jamais en réalité appliquée. Et donc, de manière à régler ça et que ce soit clair pour tout le monde, et en même temps c'est une avancée sur le système, on a essayé de régler les choses de manière simple. C'est-à-dire que les inscriptions exceptionnelles soient calées sur les possibilités d'annulation. Puisqu'on avait vu dans d'autres paragraphes, on parle des possibilités d'annuler dans les 48 heures qui précèdent les repas. Donc j'ai souhaité laisser quand même le principe d'inscription exceptionnelle, c'est-à-dire que l'inscription normale, c'est l'inscription qui se fait par le biais de la feuille d'inscription annuelle, mais on rajoute le concept d'inscription exceptionnelle, mais qui, toutefois, ne sera facturée au tarif normal que si l'inscription arrive... voilà, là j'ai inversé. Donc, j'ai inversé, oui, là. Donc, à la suite de la phrase « Tout repas non inscrit sur la feuille de prévision est considéré comme un repas exceptionnel », on ajoute « Toutefois, il sera facturé au tarif normal si l'inscription arrive au plus tard le deuxième jour ouvré précédant le repas, selon le principe du tableau suivant, c'est-à-dire que le jeudi, on peut réserver jusqu'au jeudi soir pour le lundi, jusqu'au vendredi soir pour le mardi, et jusqu'au lundi soir pour le mercredi, etc. etc. C'est-à-dire, en fait, c'est de manière à laisser le temps de commander les repas et de gérer. Alors en même temps, c'est les commandes, etc. Gérer les commandes, et c'est ce qui sera également programmé dans le portail en France, le portail famille qui ouvrira à la rentrée, et sur lequel les parents pourront également faire leurs inscriptions exceptionnelles facturées au tarif normal jusqu'à 48 heures avant le repas. Oui, Madame Toutan, allez-y. Donc très bien, là, je trouve que l'ajout est très bien formulé. Toutefois, vous aviez oublié juste une petite remarque que j'avais faite, c'est que la cantine était accessible qu'aux enfants inscrits à l'école, et j'avais soulevé le problème pour les enfants
qui venaient uniquement à l'accueil périscolaire, accueil de loisirs pendant les vacances. Alors mercredi c'est peu probable, mais au moins pendant les vacances. Ils bénéficient également de la cantine et pour cela, visiblement... Alors donc je vous propose de rajouter dans l'avenant, rajouter ou à l'accueil de loisirs. Tout à fait. Voilà, donc on rajoute à l'avenant la même chose, la cantine est accessible aux enfants de 3 ans et plus inscrits dans les écoles de la commune. On rajoute une phrase ou à l'accueil de loisirs. Voilà, exactement. Et là c'est compris. Ok, on rajoutera ce point-là s'il vous plaît. À l'article 2 aussi. Au début de l'article 2. D'autres questions? Oui, monsieur Baudry. Il y a un point, sauf erreur de ma part, ce qui n'est pas impossible, qui n'est pas précisé. Donc sur l'accueil périscolaire, on a un principe à l'unité. Voilà. Par contre, au niveau de la facturation, je expliqué qu'il y a un pointage qui est fait toutes les 15 minutes. Par contre, est-ce qu'un enfant qui reste 1h15, est-ce que c'est 2 unités ou est-ce que c'est 1,25 unités Non, c'est 2 unités. C'est vrai que ça, dans le règlement, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a un pointage qui est. C'est comme le pointage, ça m'écoute, parce que comme on dit qu'il y a un pointage tous les 15 minutes, Oui. on se dit que c'est peut-être une facturation de 15 minutes. C'est dans l'article 1. Oui. Par exemple, quand les inscriptions, c'est les tranches de 15 minutes. Oui, c'est le pointage. En fait, c'est une phrase que j'ai ajoutée. Elle fait, voilà, les enfants. Non, c'est au départ de l'enfant, c'est à la fin. Oui, au départ. En fait, c'est une phrase que j'ai ajoutée parce que pour que ce soit clair au niveau de, si vous voulez, quand les parents arrivent à 17h01, la machine de pointage affiche 17h15. Et donc ça, de manière à ce que ce soit, parce qu'en fait il y a vraiment un pointage par quart d'heure. À 17h16, ben, ça affiche 17h30. Et donc voilà, c'est juste pour préciser ça. Mais sinon, la facturation ne change pas, elle est toujours à l'unité. Je pense que c'est mis ailleurs, c'est précisé. Moi, c'est précisé. Non, c'est marqué, je pense, dans les tarifs qui sont affichés, que les tarifications sont à l'unité, je parle d'unité, je parle de rien. Je ne l'ai pas ici. Mais rien n'a changé de ce point de vue-là par rapport à avant. Tarification de l'expérience, rien. La grille des modes de calcul des tarifs est annexée au présent règlement intérieur, donc là je ne l'ai pas, mais dessus c'est marqué que ça se passe à l'unité. Et ensuite il n'y a rien de plus de précisé dans le règlement intérieur, mais il n'y a pas besoin. Tarif des prestations consommées, majorité, limité en fonction, non, ce serait autre chose. Voilà. Mais il nous faudrait la grille tarifaire, c'est indiqué en fait. C'est indiqué, il y a le détail effectivement du calcul de l'unité, mais après il n'y a pas d'explication sur le fait que l'unité en fait elle est complète ou elle ne l'est pas. Il me semble que si, puisqu'il est même indiqué que la demi-heure qui va de 18h à 18h30, c'est une unité complète. C'est une unité complète, c'est le cas, alors que les heures précédentes elles sont des unités complètes aussi. Mais pour j'ai pas la grille, je peux difficilement débattre avec toi de ce sujet parce que je l'ai pas là. Vous l'avez entendu? Pardon? Vous l'avez entendu? On est là, voilà. Une unité égale une heure de prestation, excepté entre 18h et 18h30, ou une unité égale une demi-heure. C'est marqué en fait au niveau que tu vois périscolaire, règles de calcul, etc. Tu vois? Oui, je vois, mais après, qu'est-ce qui dit que l'heure de. Enfin, tout simplement dire une heure de prestation commencée est due. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. Vous comprenez, hein. C'est comme dans les parkings. Si vous estimez que c'est suffisamment clair. C'est comme dans les parkings. Pardon. C'est comme dans les parkings. Simplement, Ça a changé maintenant. beaucoup de parents posaient la question qui disaient si on va chercher mon enfant à 18h15, est-ce que c'est. Voilà, je vois pas vraiment d'inconvénient à rajouter. Mais c'est pas. Si vous estimez que c'est. On peut le rajouter.
C'est là, c'est entre le pointage au quart d'heure et ce que fait on se pose la question. Mais Ouais, je comprends ce que après, tu c'est veux juste dire. mon avis. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, on peut le préciser si c'est pas suffisamment clair. Encore. C'est où la partie facturation ici? À chaque fois, il faut la chercher. Désolé, hein, mais ce règlement intérieur, il fait beaucoup de pages, donc à chaque fois, on est obligé de revenir. Hein. C'est mieux quand il n'y avait qu'une seule page. Finalement. Elle est où la partie facturation? Il n'y a pas spécialement de partie facturation. C'est dans le tarif à l'année, c'est ça? C'est la grille de tarif? Bon, on le met directement dans la grille tarifaire, Ah oui. alors? Toute heure entamée. Il me semble que ce serait. Voilà, Toute demeure en Bon, bah dans ce cas-là, on le met directement dans la grille tarifaire. On a déjà voté les tarifs. Et bu. On les a votés dans une délibération. On va les partir. Il faudrait retirer. Si par exemple, à la crèche, à Parandol, ce système-là, on est au quart Dans d'heure. ce cas-là, on le met dans le règlement intérieur. Oui, on peut mettre l'avenant, on peut mettre ici toute. Faut juste savoir toute à quel moment. Et entamée. Oui, tout donc à fait. on va le mettre directement dans le règlement intérieur. Voilà. Pour éviter d'avoir à retirer des Dans nouveaux. l'avenant, dans l'accueil périscolaire, on peut rajouter Toute unité entamée et bu. les inscriptions. Ouais, quel endroit on met? Bah, peut-être Dans justement l'article vers Bah, sept, peut-être tarif juste après. également c'est pas et respecté par frais contre de 15 minutes. Peut-être juste après ça, finalement. Voilà. Juste après l'explication sur le par tranche de 15 Oui. minutes, on rajoute directement comme ça, il n'y aura pas d'incompréhension possible. Ouais, on rajoute directement toute heure entamée, une unité. Ouais, C'est comme il y a une unité qui fait une demi-heure. tout à fait. Une unité entamée. Voilà, toute unité entamée. Toute unité entamée. Après le pointage 17h15, parenthèse point. Toute unité entamée sera facturée. Tu préfères? Oui. Tu s'entends là-dessus? Oui. Alors c'est Elle peut être toute unité entamée sera facturée. Merci Cédric. Les articles. Donc, Article 1, accueil périscolaire, en dessous de départ de l'enfant, là où il commence à y avoir des horaires de pointage 16h46, 17h, etc. Pointage 17h15, fermé la parenthèse, point. Et là, on rajoute toute unité entamée sera facturée. voilà. C'est cela? Point. Parfait. D'autres choses? Non, c'est tout bon. Ok, parfait. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant au règlement intérieur et avec les modifications qui viennent de vous être évoquées. Donc il a été présenté. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur David s'abstient. Je considère que le passage à l'inscription annuelle est une erreur. Que le passage à... À l'inscription annuelle est une erreur. Alors, c'est juste une petite réponse à cela. C'est-à-dire que le passage à l'inscription annuelle, à partir de la rentrée, en fait, les gens pourront faire leur inscription au jour le jour, par le biais d'un portail informatique. Et au contraire, le problème, le fait de faire une inscription annuelle, ça permet d'avoir une fluidité sur les inscriptions sur toute l'année et non pas de devoir interrompre la possibilité, de devoir interrompre tous les trimestres la possibilité de faire ses inscriptions sur le portail internet. Voilà, Tout simplement. Donc ça constitue au contraire un avantage pour les parents. Par contre, si vous me parlez de l'inscription pour l'étape, c'est un problème, un point différent. peut-être que l'année prochaine, il n'y aura pas du tout d'inscription. On vous l'expliquera sinon hors séance si vous le souhaitez, mais en fait c'est un réel avantage pour les parents. Non, pas là, parce qu'on est en séance, mais juste après, si tu veux, sans souci. Je déclare la séance levée. Je vous souhaite d'excellents congés d'été à tous. Et alors,